26 avril 1933, un immeuble de bureau banal sur la Prinz-Albrecht-Straße, dehors Berlin, devient opérationnel. À rafle l'intérieur, des hommes en civil commencent à dresser des listes. Noms, adresses, associations, loyaux aux suspects. En quelques semaines, des milliers de gens disparaissent dans des cellules en sous-sol. Sans mandat, sans procès, sans archives. C'était la naissance de la Geheime Staatspolizei. La police secrète du TAT, la Gestapo. Vous connaissez la SS. Vous avez entendu parler des camps de concentration. Mais l'appareil qui identifiait les victimes, qui frappait aux portes minuit, qui arrachait des aveux dans des salles sans fenêtres, ce mécanisme reste moins compris. La Gestapo n'était pas seulement un bras arme de l'État nazi. C'était le système nerveux central du contrôle totalitaire, le mécanisme qui a transformé une nation européenne moderne en un tas de surveillance, où les voisins donnaient leurs voisins, où un mot imprudent signifiait la mort. Où la frontière entre la loi et la terreur se dissolvait totalement. Alors, son apogée, la Gestapo employait environ 32 000 personnes pour contrôler une population de 80 millions d'Allemands et a fini par asservir des millions d'autres à travers l'Europe occupée. Comment si peu de gens ont-ils pu créer une peur aussi paralysante? La réponse ne réside pas dans le nombre, mais dans les méthodes. Un système calculeur d'informateurs, de détentions arbitraires, et la certitude que la persistance signifiait non seulement votre mort, mais la destruction de tous ceux que vous aimiez. Cette organisation allait dresser les listes de déportation pour l'Holocauste. Elle allait participer à la nuit des longs couteaux. Elle allait écraser tous les mouvements de résistance, de la Norvège à la Grèce. Et elle le ferait tout en conservant l'apparence d'un travail policier légitime, avec tampons, signatures et entute officielle sur les ordres d'exécution. Ce soir, nous retraçons l'histoire complète de la Gestapo. D'une unité de police politique prussienne, un empire de Hesse-Curitz continental qui s'étendait dans chaque recoin de l'Europe occupée. C'est l'histoire de la façon dont des policiers ordinaires sont devenus les architectes d'un génocide et comment un TAT moderne a militarisé la peur elle-même. La Gestapo n'est pas apparue de nulle part. Ses racines plongent dans les années turbulentes qui ont suivi la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, quand la violence politique menaçait de déchirer la jeune République de Weimar. Au cours de l'hiver 1918, l'Allemagne a fait face à un bouleversement révolutionnaire. Insurrection communiste à Berlin et Munich, organisation paramilitaire de droite, campagne d'assassinat, le nouveau gouvernement démocratique luttait pour maintenir l'ordre. Chaque État allemand entretenait son propre département de police politique chargé de surveiller les groupes extrémistes. En Prusse, le plus grand État allemand, il s'agissait du département 1A de la police de Berlin. Une petite unité traquant aussi bien les communistes que les nationalistes radicaux. Fonctionnaire de carrière aux cicatrices de duel sur le visage et réputé pour son efficacité impitoyable, Diels avait passé les années 1920 à surveiller les extrémistes politiques pour le gouvernement prussien. Il cultivait des réseaux d'informateurs, tenait des dossiers sur les subversifs présumés et maîtrisait les rouages bureaucratiques de la surveillance. Quand le parti nazi a commencé son ascension vers le pouvoir, Diels a observé attentivement. Il savait comment survivre aux transitions politiques. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler est devenu chancelier d'Allemagne. En quelques jours, la consolidation du pouvoir nazi a commencé. Hermann Göring, l'adjoint d'Hitler et désormais ministre-président de Prusse, a agi vite pour prendre le contrôle de l'appareil policier prussien. Le 26 avril 1933, Göring a signé l'ordre créant la Geheime Staatspolizei, la police secrète d'État. Le nom fut bientôt abrégé en Gestapo, une contraction qui allait devenir synonyme de terreur.
Göring a nommé Rudolf Diels comme premier chef de la Gestapo. C'était un choix calculé. Diels n'était pas un idéologue nazi, mais un policier de métier qui comprenait la surveillance, le renseignement et la répression politique. À ses débuts, la Gestapo était petite, comptant peut-être quelques centaines d'officiers opérant depuis le quartier général, saisi de la police politique prussienne. Göring a donné à Diels des pouvoirs extraordinaires. Les officiers de la Gestapo pouvaient arrêter n'importe qui sans mandat, les détenir indéfiniment sans inculpation et agir hors de tout contrôle judiciaire. Cette doctrine, appelée Schutzhaft ou détention de protection, est devenue un outil central de détention hors des protections judiciaires normales. S'appuyant sur le cadre juridique d'urgence établi après l'incendie du Reichstag, les premières cibles de la Gestapo furent les communistes. À la suite de l'incendie du Reichstag le 27 février 1933, un brasier qu'Hitler a immédiatement imputé aux conspirateurs communistes, la Gestapo a arrêté des milliers de personnes. Les listes préparées durant les années Weimar sont alors devenues des mandats d'arrêt. Chefs syndicaux, membres du Parti social-démocrate, journalistes, intellectuels, quiconque était identifié comme potentiellement hostile au nouveau régime trouvait des agents de la Gestapo à sa porte. Les arrestations suivaient un modèle. On frappait à la porte aux premières heures du matin. Des officiers en civil, souvent polis, parfois brutaux. Une fouille rapide des lieux, puis le transfert vers des centres de détention, entrepôts reconvertis, commissariats ou les camps de concentration hâtivement créés comme Dachau, ouverts en mars 1933. La Gestapo n'avait pas besoin de preuves de crimes réels. Le soupçon était suffisant. Une lettre d'un ami désormais en exil. L'appartenance à la mauvaise organisation, un commentaire imprudent surpris par un informateur. Mais la Gestapo de Göring n'était pas encore l'appareil de terreur totale qu'elle allait devenir. Elle restait une institution prussienne, opérant aux côtés d'unités de police politique similaires en Bavière et dans d'autres États allemands. Cette fragmentation irritait Heinrich Himmler, le Reichsführer SS, qui contrôlait la police politique en Bavière et convoitait un empire de sécurité à l'échelle nationale. Himmler comprenait que le vrai pouvoir résidait dans le monopole de l'appareil de terreur d'État. La lutte entre Göring et Himmler pour le contrôle de la police politique allemande allait définir la transformation de la Gestapo. En 1933, alors que Rudolf Diels consolidait sa position à Berlin, aucun des deux n'avait la suprématie. Mais l'appareil était en place, le précédent de l'arrestation sans procès était établi. Le réseau d'informateurs s'étendait et chaque semaine apportait de nouveaux noms au dossier. Pendant ce temps, les Allemands ordinaires s'adaptaient à la nouvelle réalité. La Gestapo cultivait l'incertitude. On ne savait jamais qui pouvait surveiller, qui pouvait rapporter un commentaire déplacé. C'était délibéré. La terreur est plus efficace quand elle est imprévisible, quand les limites du comportement acceptable restent floues. Les gens ont commencé à s'auto-censurer, à surveiller leurs paroles, même devant leur famille. La Gestapo comptait moins de 1000 officiers en 1933, mais son pouvoir ne venait pas du nombre, mais de la peur d'une dénonciation potentielle. À la fin de 1933, les fondations étaient achevées. Le cadre juridique de la détention arbitraire existait. Les premiers camps de concentration étaient opérationnels. Les dossiers s'accumulaient. Il ne restait plus qu'à étendre ce système, à le bureaucratiser et à le placer sous un commandement unifié. Cette transformation allait commencer, et ce n'est pas Göring qui en contrôlerait le résultat. Heinrich Himmler était un homme patient, ancien éleveur de poulets, avec un souci méticuleux du détail et une obsession pour l'idéologie raciale. Il avait transformé la SS, garde du corps personnel d'Hitler, en une puissante organisation paramilitaire. Début 1934, il contrôlait les forces de police politique dans la plupart des États allemands hors Prusse. La Gestapo de Göring restait le trophée convoité. L'opportunité est venue d'une direction inattendue. Les sections d'assaut aux chemises brunes, essentielles à l'ascension d'Hitler, devenaient un problème. La SA comptait des millions de membres, bien plus que l'armée allemande, et Röhm,
parlait d'une seconde révolution pour achever la transformation nazie de l'Allemagne. Le commandement de l'armée, les industriels conservateurs et Hitler lui-même s'inquiétaient. La SA était trop puissante, trop imprévisible, trop radicale. Himmler et son adjoint, Reinhard Heydrich, y virent une opportunité. Via la Gestapo et le SD, le service de renseignement SS dirigé par Heydrich, ils créèrent des dossiers accusant Röhm de putsch. Les preuves étaient minces, parfois fabriquées, mais cela servit leur dessein. Hitler autorisa alors ce qui allait devenir la nuit des longs couteaux. Le 30 juin 1934, la SS et la police frappèrent partout en Allemagne. Röhm fut arrêté dans une station balnéaire. Les chefs SA furent saisis chez eux, tirés de leur voiture ou de leur chambre d'hôtel. Certains furent abattus sur le champ. D'autres furent emmenés au poste et exécutés après un bref interrogatoire. La purge s'étendit bien au-delà de la SA. Ennemis politiques, critiques conservateurs, quiconque s'opposait à Himmler ou Heydrich figurait sur la liste. L'ancien chancelier Kurt von Schleicher fut assassiné chez lui avec sa femme. Gregor Strasser, jadis rival d'Hitler au sein du parti nazi, fut abattu dans une cellule de la Gestapo. Le régime annonça 77 morts. Les historiens en dénombrent au moins 85 confirmés, parfois plus de 100, mais l'impact dépassait le simple bilan humain. La Gestapo et la SS avaient prouvé qu'elles tueraient tout citoyen, même nazi, sur simple soupçon de déloyauté. Ils agirent en toute impunité, et la purge, menée par la SS et le SD avec la police, accrut le pouvoir d'Himmler et Heydrich. En avril 1934, avant la nuit des longs couteaux, Göring avait déjà admis sa défaite. Il nomma Himmler inspecteur de la Gestapo, lui cédant le contrôle tout en gardant une autorité nominale. Une fois le rôle crucial d'Himmler prouvé par la purge, même ce semblant d'autorité fut abandonné. Hitler nomma officiellement Himmler chef de la police allemande, regroupant toutes les forces de police, dont la Gestapo, sous le contrôle de la SS. Reinhard Heydrich, ancien officier de marine renvoyé pour conduite indigne, devint chef de la police de sûreté et du SD. Grand, blond, escrimeur et violoniste émérite, Heydrich avait une intelligence froide et un manque d'empathie précieux pour Himmler. Il allait transformer la Gestapo d'une force de police politique en un état de surveillance et de sécurité complet. La réorganisation fut rapide et méthodique. L'Office central de la sécurité du Reich, le RSHA, allait être créé, la Gestapo devenant le bureau 4 de cette structure. Heinrich Müller, policier de carrière bavarois surnommé Gestapo Müller pour le distinguer d'autres officiels nazis du même nom, devint le chef opérationnel. Müller était un administrateur méticuleux qui avait enquêté sur les communistes sous la République de Weimar. Son manque de passion idéologique était compensé par son efficacité bureaucratique et sa volonté d'exécuter tout ordre, même brutal. Sous Himmler et Heydrich, la Gestapo s'est développée rapidement. Des bureaux régionaux ont ouvert dans chaque grande ville allemande. Les chefs de service se sont spécialisés, s'occupant des opposants politiques, surveillant les groupes religieux et les juifs, gérant les fichiers et l'administration, supervisant les territoires occupés et les travailleurs étrangers, faisant du contre-espionnage. Cette division bureaucratique du travail assurait l'efficacité administrative. On pouvait suivre un dossier de la dénonciation à l'arrestation, de l'interrogatoire à l'exécution, le tout documenté avec une rigueur germanique. La Gestapo a aussi perfectionné ses réseaux d'informateurs. Dans chaque immeuble, d'habitation, chaque lieu de travail, chaque organisation sociale, quelqu'un surveillait. La Gestapo cultivait ce qu'elle appelait les personnes Vertrauenspersonen ou personnes de confiance. Ces informateurs venaient de toutes les classes sociales. Certains étaient des convaincus idéologiques, d'autres étaient victimes de chantage, menacés de voir une petite faute révélée s'ils ne coopéraient pas. D'autres encore informaient pour de l'argent.
réglant des comptes personnels en dénonçant des voisins aux autorités. L'effet était paralysant. Une femme à Hambourg a dit à sa belle-sœur qu'elle espérait que la guerre finirait bientôt. La belle-sœur, motivée par un conflit familial lié à un héritage, l'a dénoncé à la Gestapo. La femme a passé 6 mois en détention de protection. L'anecdote s'est propagée par des murmures. Bientôt, les Allemands comprirent que les pensées privées devaient rester vraiment privées, que la confiance elle-même était dangereuse. En 1936, la transformation était achevée. La Gestapo n'était plus la police politique prussienne de Göring. C'était l'empire de Himmler, avec des tentacules s'étendant dans chaque recoin de la vie allemande. Et elle avait montré sa volonté de tuer non seulement des communistes ou des criminels, mais quiconque, nazi ou non, menaçait le régime. À la fin de 1936, peu d'Allemands comprenaient où cet appareil allait mener. Les camps de concentration comptaient des milliers, pas encore les millions à venir. La persécution des Juifs était sévère, mais pas encore génocidaire. Les territoires occupés n'existaient pas encore, mais le système était prêt. La Gestapo avait l'autorité, le personnel, les méthodes et la volonté d'appliquer toute politique décrétée par Hitler. Il ne restait plus qu'à ce que ces politiques deviennent véritablement monstrueuses. Le pouvoir de la Gestapo reposait sur une équation simple. Incertitude multipliée par dénonciation égale terreur. En 1937, ce système avait atteint sa maturité à l'intérieur des frontières allemandes. Désormais, il serait testé contre des populations cibles spécifiques avec une brutalité croissante. La persécution des Juifs était la politique nazie depuis le début, mais à la fin des années 30, elle s'est intensifiée. La Gestapo a joué le rôle central. Adolf Eichmann s'est fait connaître notamment en 1938 par son travail dans les bureaux d'émigration forcée des Juifs où il jouait un rôle important. Il dirigera plus tard le RSHA, refera 4B4, le bureau coordonnant les déportations à travers l'Europe. Eichmann était un nazi autrichien qui avait étudié la culture juive et le sionisme, se faisant l'expert de la SS sur la question juive. En 1938, la Gestapo a commencé à dresser des listes complètes de résidents juifs dans toute l'Allemagne. Noms, adresses, propriétés, intérêts commerciaux, tout était documenté avec une précision administrative. Ces listes s'avéreront inestimables dans les mois et les années à venir. Lorsque de nouveaux règlements ont obligé les Juifs à enregistrer leurs biens, les officiers de la Gestapo ont vérifié la conformité. Lorsque des lois ont forcé les commerces juifs à fermer, la Gestapo a veillé à leur application. L'appareil de discrimination exigeait une surveillance détaillée, et la Gestapo l'a fournie. Le 9 novembre 1938, cette persécution a explosé en violence. La nuit de cristal a vu des attaques coordonnées contre des synagogues, des commerces et des maisons juives. La SS et la SA ont fourni la force, mais l'appareil de sécurité a fourni l'organisation. Des listes de propriétés appartenant à des Juifs ont été distribuées aux unités locales. Des cibles spécifiques ont été identifiées à l'avance. Et surtout, les autorités ont reçu l'ordre de laisser brûler les synagogues tout en protégeant les biens ariens. Le prétexte officiel était l'assassinat d'un diplomate allemand à Paris par un jeune juif polonais. La réalité était un pogrom soigneusement orchestré. En 2 nuits, au moins 91 juifs furent assassinés et bien d'autres moururent ensuite de mauvais traitements, de détention ou de suicide. Des centaines de synagogues furent détruites et environ 30 000 hommes juifs furent arrêtés et déportés vers des camps de concentration. La Gestapo procéda aux arrestations avec son efficacité habituelle en s'appuyant sur les listes qu'elle avait établies. Dachau, Buchenwald et Sachsenhausen se remplirent de prisonniers juifs dont beaucoup furent libérés des semaines plus tard après avoir cédé leurs biens et promis d'émigrer. Mais l'émigration était un piège. La Gestapo contrôlait le processus d'obtention des visas de sortie. Le système d'Eichmann à Vienne forçait les Juifs à naviguer dans un dédale bureaucratique,
payant taxes et pots de vin à chaque étape, cédant leur fortune à l'État avant d'obtenir enfin l'autorisation de partir. Des milliers de personnes s'y plièrent, fuyant vers les pays qui acceptaient de les accueillir. La Gestapo les dépouilla de tout avant leur départ. Les groupes religieux firent également face à une pression croissante. La Gestapo surveillait de près l'Église catholique, enquêtant sur les prêtres soupçonnés de critiquer le régime. En 1937, après que le pape Pie XI eut publié l'encyclique Mit brennender Sorge, critiquant l'idéologie nazie, la Gestapo lança une campagne coordonnée contre le clergé catholique. Des prêtres furent arrêtés sur des accusations fabriquées, généralement des infractions de change ou des comportements sexuels inappropriés. Des monastères furent perquisitionnés. Les organisations de jeunesse furent interdites. Le message était clair. L'Église pouvait maintenir les services religieux, mais la neutralité politique était obligatoire. Les témoins de Jéhovah subirent un traitement encore plus sévère. Leur refus de faire le salut hitlérien ou de servir dans l'armée les désignait comme ennemis de l'État. La Gestapo en arrêta des milliers, en envoyant beaucoup dans des camps de concentration où ils portaient des triangles violets pour identifier leur statut. Contrairement à d'autres groupes de prisonniers, les témoins de Jéhovah pouvaient obtenir leur libération en signant simplement une déclaration de renonciation à leur foi. La plupart refusèrent. La Gestapo trouvait leur résistance de principe à la fois incompréhensible et exaspérante. En septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne et le rôle de la Gestapo se transforma radicalement. Des groupes d'intervention de la police de sécurité et du SD, les Einsatzgruppen, suivirent la Wehrmacht en territoire polonais. Leur mission était d'éliminer la résistance avant qu'elle ne puisse s'organiser. Enseignants, prêtres, fonctionnaires, intellectuels, toute personne capable de diriger la résistance polonaise était visée. Lors d'opérations comme l'Intelligence Action et l'AB Action, ces unités travaillèrent à partir de listes établies avant l'invasion, identifiant et exécutant des dizaines de milliers de Polonais dès les premiers mois de la guerre. La Gestapo a également commencé à mettre en œuvre des mesures anti-juives en Pologne, occupée avec une dureté sans précédent. Les populations juives étaient recensées, marquées par des insignes d'identification et concentrées dans des zones désignées des villes. Les ghettos, quartiers juifs fermés à Varsovie, Lodz, Cracovie et ailleurs, furent établis et contrôlés par la Gestapo, en collaboration avec l'administration civile. Ce qui se passerait à l'intérieur de ces ghettos n'était pas encore clair fin 1939, mais le système de contrôle de masse se mettait rapidement en place. Heinrich Müller, le chef de la Gestapo, s'est révélé magistral dans la coordination de ces opérations en pleine expansion. Depuis son quartier général de Berlin, il a émis des directives détaillées aux bureaux régionaux, normalisant les procédures à travers le Reich. Protocole d'arrestation, techniques d'interrogatoire, système de classement, tout était systématisé. La Gestapo devenait non seulement une force de police secrète, mais une arme administrative d'oppression. À la fin de 1939, la Gestapo contrôlait un réseau de sécurité qui s'étendait du Rhin aux frontières orientales de la Pologne. Ces dossiers contenaient des informations sur des millions de personnes. Son réseau d'informateurs pénétrait tous les niveaux de la société allemande. Ces officiers opéraient en toute impunité, ne rendant compte qu'à Himmler et, en dernier ressort, à Hitler. Le complot a échoué en quelques minutes, mais la machine était prête pour bien pire. La question était de savoir jusqu'où elle irait. Alors que les forces allemandes déferlaient sur l'Europe entre 1940 et 1942, la Gestapo suivait. Dans chaque capitale occupée, le même schéma se déroulait. Un bureau, un dossier, un informateur et un sous-sol. Ce qui avait été développé en Allemagne et testé en Pologne était désormais imposé à l'échelle continentale. La Gestapo a établi des quartiers généraux dans les grandes villes de l'Europe occupée. À Paris, les bureaux du 11 rue des Saussets et du secteur de l'avenue Foch sont devenus des centres de terreur. Victoria Terrasse à Oslo abritait l'appareil de la Gestapo norvégienne.
Le complexe de la Sicherheitspolizei d'Amsterdam coordonnait les opérations aux Pays-Bas. Les bureaux régionaux se sont étendus aux villes et villages plus petits. Le modèle était cohérent. Premièrement, identifier les chefs de résistance potentiels. Deuxièmement, établir des réseaux d'informateurs. Troisièmement, démontrer par une brutalité sélective que l'opposition était vaine. En France, la Gestapo a travaillé en étroite collaboration avec la police française de Vichy qui s'est montrée d'une coopération troublante. Les officiers français fournissaient des informations sur les communistes, les francs-maçons et les juifs. Lorsque la Gestapo a commencé les rafles, la police française a souvent procédé elle-même aux arrestations. La rafle du Vel d'Aïve, en juillet 1942, a vu des officiers français arrêter 13 152 juifs à Paris, détenus dans un vélodrome avant leur déportation. La Gestapo fournissait les listes et la destination finale. La police française s'occupait du gros du travail. Aux Pays-Bas, la Gestapo a fait face à un environnement plus difficile. Les fonctionnaires néerlandais étaient moins coopératifs et des réseaux de résistance se sont formés rapidement. La Gestapo a réagi par une combinaison d'infiltration et de brutalité. Des agents se faisant passer pour des résistants ont infiltré les réseaux néerlandais, identifié les membres et orchestré des arrestations massives. L'Englandspiel, le jeu de l'Angleterre, fut peut-être leur plus grand succès. De 1942 à 1944, la Gestapo a capturé des dizaines d'Odins, agents néerlandais formés par les Britanniques alors qu'ils sautaient en parachute sur les Pays-Bas, les forçant à envoyer de faux messages radio à Londres. Cette tromperie a permis à la Gestapo d'intercepter des parachutages d'armes et de démanteler des cellules de résistance avec une efficacité dévastatrice. La Norvège présentait des problèmes différents. La géographie du pays, ses fjords, ses montagnes, ses communautés isolées, rendaient la surveillance totale difficile. La Gestapo a établi son quartier général redouté à Victoria Terrasse, à Oslo, où des cellules en sous-sol accueillaient les prisonniers en attente d'interrogatoire. Ils ont recruté des collaborateurs norvégiens, certains par idéologie, d'autres par opportunisme ou par contrainte. Mais la résistance norvégienne a persisté, et la brutalité de la Gestapo a augmenté en réponse. Des otages ont été exécutés. La torture est devenue monnaie courante. Le camp de concentration de Grini, près d'Oslo, s'est rempli de prisonniers norvégiens. Mais la plus grande expansion de la Gestapo s'est produite à l'Est. Suite à l'opération Barbarossa, en juin 1941, les unités de la Gestapo ont déferlé sur l'Union soviétique occupée. Les Einsatzgruppen, groupes d'intervention de la police de sécurité et du SD, incluant la Gestapo, la Kripo, le SD et des auxiliaires, opéraient derrière l'avancée de la Wehrmacht. Mais des bureaux permanents de la Gestapo furent établis à Kiev, Minsk, Riga et dans d'autres grandes villes. Leur mission combinait le travail policier traditionnel avec quelque chose de bien plus sombre. Dans les territoires soviétiques, la Gestapo a mis en œuvre l'idéologie raciale nazie avec une brutalité sans précédent. Les responsables du Parti communiste étaient traqués et abattus. Les prisonniers de guerre soviétiques, soupçonnés d'être des commissaires politiques, étaient mis à part et exécutés. Et les populations juives ont fait face à un massacre systématique. La Gestapo se coordonnait avec les Einsatzgruppen et les collaborateurs locaux pour identifier les communautés juives, organiser les rafles et planifier le transport vers les lieux d'exécution. À Kiev, à Babi Yar, en septembre 1941, les unités de la SS et de la police, avec des auxiliaires, ont assassiné 33 771 juifs en 2 jours. La Gestapo avait dressé les listes et affiché les ordres exigeant que les juifs se rassemblent. De retour dans le Reich, la mission intérieure de la Gestapo s'est intensifiée. La déportation des juifs allemands et autrichiens a commencé pour de bon en 1941. Le service d'Eichmann au sein du RSHA a coordonné avec les bureaux locaux de la Gestapo, les administrations civiles et la Reichsbahn, l'organisation des transports. Les Juifs ont reçu des avis de convocation pour une réinstallation à l'Est. La Gestapo vérifiait la conformité, imposait des limites strictes sur les bagages et les biens et gérait les points de rassemblement.
De là, les transports allaient vers les ghettos en Pologne et, de plus en plus, vers les camps d'extermination nouvellement créés. La Gestapo s'occupait aussi du moral des civils allemands, alors que la réalité de la guerre commençait à se faire sentir. Écouter des émissions de radio étrangères est devenu un délit grave. Raconter des blagues sur Hitler ou Göring pouvait entraîner une arrestation. La Gestapo cultivait des informateurs qui rapportaient les conversations privées des voisins. Que se passe-t-il quand la peur s'auto-entretient? La réponse était visible dans toute l'Allemagne. Les gens se surveillaient eux-mêmes, ne faisant confiance à personne, ne disant rien. Les centres d'interrogatoire de la Gestapo sont devenus synonymes de terreur. Les cellules du sous-sol de la Prinz-Albrecht-Straße à Berlin, les bâtiments reconvertis de l'avenue Foch à Paris, les chambres de torture du fort de Brendonck en Belgique. Ces lieux existent dans les témoignages des survivants comme des vides de dignité humaine. Les méthodes d'interrogatoire variaient. Certains sujets subissaient une pression psychologique, des jours d'isolement, une privation de sommeil, des menaces contre les membres de leur famille. D'autres subissaient une torture physique directe. Les passages à tabac étaient la norme, la torture par l'eau. Des chocs électriques et pire encore ont été documentés. La Gestapo cherchait des informations, mais cherchait aussi à briser l'esprit, pour que la résistance semble futile. Étonnamment, la Gestapo n'a jamais atteint la taille que sa réputation suggérait. En 1942, au sommet de la puissance allemande, la police de sécurité comptait environ 32 000 personnes, contrôlant plus de 250 millions de personnes dans l'Europe occupée. Ce déséquilibre était comblé par des réseaux d'informateurs et l'imprévisibilité de la répression. On ne savait jamais qui pouvait nous dénoncer, ni quand on viendrait frapper à notre porte. Cette incertitude générait une peur disproportionnée par rapport aux capacités réelles de surveillance. Fin 1942, la Gestapo faisait partie de l'appareil administratif du génocide. Le bureau d'Eichmann au sein du RSHA, section 4B4, coordonnait avec la Gestapo locale, l'administration et la Reichsbahn les trains pour Auschwitz, Treblinka, Sobibor et Belzec. En cas de problème, manque de wagons, camps surpeuplés ou résistance locale, l'arme bureaucratique les résolvait. Ce n'était pas une violence gratuite, mais un massacre systématique à l'échelle industrielle. Fin 1942, le réseau de sécurité continentale était au sommet de sa puissance. Il contrôlait un empire allant de l'Atlantique jusqu'au cœur de l'Union soviétique. Ces dossiers contenaient des millions de noms. Ces officiers agissaient avec une autorité absolue. Mais la guerre allait basculer et la Gestapo ferait bientôt face à des défis inattendus. Des mouvements de résistance refusant de plier et une Wehrmacht commençant à faiblir. En 1943, des fissures apparurent dans l'omnipotence de la Gestapo. Partout en Europe, la résistance apprenait les méthodes de la Gestapo et créait des contre-mesures. Les chasseurs devenaient les chassés. En France, les divers réseaux de résistance s'unirent sous l'égide du Conseil national de la résistance. Jean Moulin, ex-préfet, coordonna l'unification jusqu'à sa capture par la Gestapo en juin 1943. Son arrestation, due à un informateur, prouvait que la Gestapo restait redoutablement efficace. Moulin mourut sous la torture sans rien révéler sur les réseaux de la résistance. Mais sa capture ne détruisit pas le mouvement. De nouveaux chefs apparurent. Les réseaux s'adaptèrent. Le défi de la Gestapo était qu'une résistance efficace exigeait peu d'hommes, mais sa surveillance, d'énormes ressources. Quelques personnes suffisaient pour saboter un rail, tuer un collabo ou cacher des aviateurs alliés. La Gestapo avait besoin d'indicateurs partout pour empêcher de telles actions. Alors que l'Allemagne perdait, les informateurs devinrent plus difficiles à recruter et à garder. Collaborer semblait moins attrayant alors que la libération devenait possible. En Pologne, l'armée de l'intérieur, l'Armia Krajowa, menait une campagne de plus en plus sophistiquée. La Gestapo répliqua par des représailles massives. Quand des résistants tuaient des officiers allemands, la Gestapo exécutait des centaines de civils. Dans certains cas, des villages entiers étaient détruits. Mais les représailles généraient plus de résistance au lieu de la supprimer.
La Gestapo apprenait que la terreur seule ne pouvait maintenir le contrôle quand la population occupée perdait l'espoir d'une victoire allemande. La Gestapo faisait aussi face à une menace inattendue venant d'Allemagne même. Le 20 juillet 1944, le colonel Klaus von Stauffenberg plaça une bombe dans la salle de conférence d'Hitler à la Tanière du Loup, en Prusse orientale. La bombe explosa, mais Hitler survécut. Le complot échoua en quelques minutes. La purge dura des mois. Heinrich Müller coordonna personnellement l'enquête. Des équipes de la Gestapo se déployèrent dans toute l'Allemagne, arrêtant quiconque ayant des liens même indirects avec les conspirateurs. Les premières arrestations se comptèrent par centaines. Des interrogatoires suivirent, utilisant toutes les méthodes que la Gestapo avait perfectionnées. Certains sujets parlèrent, d'autres tinrent bon. La Gestapo s'en moquait. Ils arrêtèrent des associés d'associés, jetant un filet de plus en plus large. La purge consuma une grande partie de l'élite militaire et civile allemande. Le maréchal Erwin Rommel, le légendaire commandant de l'Afrika Korps, fut impliqué par des aveux obtenus sous la torture. Face au choix entre un procès pour l'exemple et le suicide, Rommel choisit le poison. L'amiral Wilhelm Canaris, chef du renseignement militaire, fut arrêté et finalement exécuté. Généraux, colonels, diplomates, fonctionnaires, des milliers furent arrêtés par la suite. Les principaux conspirateurs, environ 200 individus, furent exécutés après des procès devant le tribunal du peuple, mais la répression plus large fit des milliers d'autres victimes. La Gestapo filma certaines des exécutions. Des hommes pendus à des crocs de boucher, lentement étranglés avec de la corde à piano. Hitler regarda les images. Le message à toute résistance potentielle était clair, mais le complot du 20 juillet révéla une vérité troublante. Même en Allemagne, même au sein de l'armée et de l'appareil d'État, une opposition à Hitler existait. La Gestapo ne pouvait pas arrêter tout le monde sans détruire l'État même qu'elle cherchait à protéger. Pendant ce temps, la machine de déportation continuait. Alors même que l'Allemagne faisait face à la défaite sur plusieurs fronts, la Gestapo privilégiait le meurtre des Juifs d'Europe. En Hongrie, en 1944, après que les forces allemandes eurent occupé leur ancien allié, Adolf Eichmann supervisa personnellement la déportation de plus de 400 000 Juifs hongrois vers Auschwitz en quelques mois. La Gestapo coordonna avec les autorités hongroises, organisa les transports et assura le vidage systématique des communautés juives. Cela se produisit alors que l'armée rouge avançait depuis l'Est et que les forces alliées libérèrent la France. Le génocide a continué alors même que le Reich s'effondrait. Dans les territoires occupés, les méthodes de la Gestapo se sont radicalisées. En France, après le débarquement, les forces de sécurité ont mené des opérations de terre brûlée contre les maquis. Le massacre d'Oradour-sur-Glane, en juin 1944, a vu des unités de la Waffen-SS de la 2e division Panzer das Reich assassiner 642 civils, dont des femmes et des enfants, en représailles à la résistance. Ces actions s'inscrivaient dans le climat général de représailles et la logique sécuritaire régissant les territoires occupés. Au lieu de réprimer la résistance, cette brutalité a rendu toute collaboration impossible et a fait que la libération serait accueillie sans réserve. L'empire de papier se réduisait rapidement à la fin de 1944. Paris a été libéré en août. Bruxelles a suivi en septembre. À l'Est, l'armée rouge a balayé la Pologne et est entrée dans les Balkans. Les officiers de la Gestapo ont fui vers l'Ouest devant les forces soviétiques, détruisant dossiers et preuves. Certains ont disparu dans le chaos. D'autres se sont repliés vers un Reich rétréci, où ils attendaient les ordres finaux. Reinhard Heydrich, l'architecte de l'expansion de la Gestapo, était déjà mort, assassiné par la résistance tchèque à Prague en mai 1942. Son successeur à la tête de la police de sécurité et du SD, Ernst Kaltenbrunner, a poursuivi les opérations, mais la machine faiblissait. Les réseaux de communication sont tombés. Les bureaux régionaux ont perdu le contact avec Berlin. Les officiers ont commencé à penser à leur survie plutôt qu'à la victoire. À la fin de 1944, la Gestapo a affronté la réalité d'une défaite imminente. Le système qui avait contrôlé tout un continent s'effondrait. Les dossiers étaient brûlés. Les témoins étaient éliminés.
Les officiers qui avaient imposé la volonté d'Hitler ont compris qu'ils pourraient être jugés pour leurs actes. Certains ont préparé des voies d'évasion. D'autres prévoyaient de se battre jusqu'au bout. Quelques-uns ont commencé à réfléchir à ce qu'ils diraient quand l'heure des comptes sonnerait. Janvier 1945. L'armée rouge a pénétré en territoire allemand. Les forces américaines et britanniques ont pressé depuis l'ouest. Le Reich se mourait, et les officiers de la Gestapo qui avaient semé la terreur en Europe faisaient face à leur propre destin. À Berlin, Heinrich Müller maintenait la routine de la terreur bureaucratique alors que l'artillerie soviétique approchait. Le quartier général de la Gestapo sur la Prinz-Albrecht-Straße a fonctionné jusqu'en avril 1945. Les prisonniers étaient toujours interrogés. Les dossiers étaient toujours mis à jour. Des exécutions avaient encore lieu. La cruauté routinière, déguisée en procédure, a duré jusqu'à ce qu'elle ne le puisse plus physiquement. Mais à travers le Reich en ruine, les officiers de la Gestapo faisaient des choix. Certains se sont battus. Lors de l'ultime bataille de Berlin, le personnel de la Gestapo a rejoint le Volkssturm, la milice populaire, et les unités SS dans une défense désespérée. Ils comprenaient que se rendre aux soviétiques signifiait une mort certaine. Dans les rues autour de la chancellerie du Reich, des hommes ayant ordonné la mort de milliers de personnes sont morts à leur tour, souvent sans que personne ne connaisse leur nom ou leurs crimes. D'autres ont fui. Adolf Eichmann, alors que les forces soviétiques approchaient de Budapest puis de Vienne, s'est échappé vers l'ouest. Il a fini par atteindre l'Argentine via une filière d'évasion, un réseau qui exfiltrait les nazis recherchés vers l'Amérique du Sud. Klaus Barbie, le boucher de Lyon, dont l'unité de la Gestapo avait torturé et assassiné des centaines de résistants français, s'est aussi enfui en Amérique du Sud, d'abord avec l'aide des services de renseignement américains qui appréciaient ses références anticommunistes et sa connaissance du renseignement soviétique. Heinrich Müller, le chef de la Gestapo, a tout simplement disparu. Vu pour la dernière fois de sources sûres dans le Führerbunker fin avril 1945, son sort reste inconnu. Aucun corps n'a jamais été formellement identifié. Aucun signalement après-guerre n'a été confirmé. Il est peut-être mort dans les ruines de Berlin, a été tué par les soviétiques ou s'est échappé. Sa disparition incarne parfaitement le chaos des derniers jours du Reich. Dans les territoires occupés en cours de libération, les officiers de la Gestapo ont fait face à une justice expéditive. En France, les résistants qui capturaient des agents de la Gestapo les exécutaient souvent sur le champ. En Pologne, où la Gestapo avait agi avec une brutalité particulière, même ceux qui se rendaient aux forces alliées étaient parfois remis aux autorités polonaises et condamnés à mort. La Gestapo n'avait montré aucune pitié, et peu de pitié lui fut montrée en retour. Mais la majorité du personnel de la Gestapo n'était pas composée de hauts responsables comme Eichmann ou Müller. C'étaient des policiers de carrière, des bureaucrates, des archivistes, les rouages du système. Beaucoup de ces hommes se sont rendus aux forces alliées occidentales et sont passés par des camps de prisonniers de guerre. Certains ont été identifiés comme membres de la Gestapo grâce à des tatouages. De nombreux membres de la SS portaient dans leur groupe sanguin tatoué sous le bras. D'autres ont été dénoncés par leurs codétenus. D'autres encore ont totalement échappé à toute détection. La question de savoir quoi faire de ces hommes allait occuper les autorités alliées pendant des années. Des procès pour crimes de guerre étaient prévus avant même la fin de la guerre. Mais l'appareil de sécurité avait employé des milliers de personnes à travers l'Europe. Les poursuivre tous était impossible. La priorité a été donnée aux hauts dirigeants et à ceux directement impliqués dans des massacres. Les preuves étaient abondantes. Alors que les forces alliées libérèrent les camps de concentration et occupèrent les locaux de la Gestapo, elles ont découvert de vastes archives. La documentation compulsive de la Gestapo sur ces crimes a fourni au procureur des archives détaillées. Des ordres de déportation signés par des officiers de la Gestapo. Des rapports d'interrogatoire. Des listes d'exécution. La machine administrative du génocide était mise à nu. Dans les dossiers de l'Office central de la sécurité du Reich, les enquêteurs ont trouvé les preuves d'une planification systématique.
Des mémos discutant de la solution finale avec le langage détaché de l'efficacité administrative. Les horaires des trains de déportation. Des rapports sur les opérations des Einsatzgruppen en Union soviétique, accompagnés du décompte des victimes. La Gestapo avait elle-même créé les preuves de ses propres crimes. Les principaux procès de Nuremberg ont débuté en novembre 1945. La Gestapo, ainsi que le SD, a été déclarée organisation criminelle, ce qui signifie que l'appartenance à certaines catégories pouvait constituer une preuve de crime de guerre. Ernst Kaltenbrunner, successeur de Heydrich à la tête de la police de sécurité et du SD, a été jugé. Il a prétendu ignorer l'Holocauste, une défense qui s'est effondrée sous le poids des preuves documentées. Il a été condamné et pendu en octobre 1946. Mais Kaltenbrunner n'était qu'un homme. Les procès d'officiers individuels de la Gestapo se sont poursuivis pendant des années. Lors des procès ultérieurs de Nuremberg et des procès menés par les nations alliées, des centaines de membres de la Gestapo ont fait face à la justice. Certains ont été condamnés à mort. D'autres ont reçu des peines de prison. Beaucoup ont été condamnés par contumace, après avoir pris la fuite ou être décédés. Les procès des Einsatzgruppen, de 1947 à 1948, se sont concentrés sur les unités de tuerie mobiles qui opéraient en Union soviétique. 24 accusés ont dû répondre de meurtres de masse. Les preuves incluaient leurs propres rapports méticuleux. Compte quotidien des Juifs tués, méthodes utilisées, emplacement des fosses communes. 14 ont été condamnés à mort, bien que seulement 4 aient été finalement exécutés. En France, les procès d'officiers de la Gestapo ayant opéré à Paris, Lyon et d'autres villes se sont déroulés jusqu'à la fin des années 40. Klaus Barbie a été condamné par contumace en 1952, bien qu'il n'ait fait face à la justice française qu'après son extradition de Bolivie en 1983. D'autres officiers ont reçu des peines variables selon les preuves retenues contre eux. Mais beaucoup ont totalement échappé à la justice. Le chaos de l'Allemagne d'après-guerre, le développement de la guerre froide et le nombre considérable d'accusés potentiels ont fait que la plupart des officiers de la Gestapo n'ont jamais été poursuivis. Certains sont entrés dans les services de renseignement alliés. Leur connaissance des opérations soviétiques était plus valorisée que le châtiment de leurs crimes. D'autres ont simplement repris une vie civile, leur service à la Gestapo étant caché ou minimisé. Alors que le rideau de fer tombait, les autorités ouest-allemandes ont hésité à poursuivre vigoureusement les crimes de guerre, craignant de saper la légitimité du nouvel État. L'Allemagne de l'Est a mené des procès, mais souvent à des fins de propagande. Le résultat fut que des milliers d'hommes ayant servi l'appareil de sécurité ont vécu leur vie sans en subir les conséquences. Les rares personnes capturées des décennies plus tard sont devenues les symboles d'une justice tardive. La capture d'Adolf Eichmann par des agents du Mossad en Argentine en 1960 et son procès à Jérusalem ont prouvé que la justice, bien que tardive, restait possible. Son exécution en 1962 a clos un chapitre, mais a aussi souligné combien d'autres restaient inachevés. L'effondrement de la Gestapo en 1945 fut total, mais son héritage a perduré. L'organisation avait démontré comment un État moderne pouvait militariser la bureaucratie au service d'un contrôle totalitaire. Elle avait montré comment des hommes ordinaires pouvaient commettre des crimes extraordinaires lorsqu'ils étaient protégés par la hiérarchie et l'idéologie. Et elle avait prouvé que le mal n'avait pas besoin d'être spectaculaire. Il pouvait être systématique, documenté et marqué de sceaux officiels. La Gestapo a existé pendant 12 ans. Pendant ce temps, elle est passée d'une petite unité de police politique prussienne à un réseau de sécurité continentale s'étendant sur toute l'Europe. Ce qui n'était au départ qu'un instrument de répression de l'opposition politique est devenu l'appareil administratif du génocide. Comprendre comment cela s'est produit nécessite d'examiner non seulement l'organisation, mais aussi la société qui lui a permis de fonctionner. La Gestapo n'a jamais fonctionné de manière isolée. Elle exigeait une collaboration. La police française qui effectuait les rafles, les fonctionnaires néerlandais qui tenaient les registres,
les auxiliaires ukrainiens qui gardèrent les ghettos et d'innombrables citoyens qui dénonçaient leurs voisins. Le pouvoir de l'organisation ne venait pas de son nombre, mais de la volonté des gens ordinaires de participer à ces opérations ou de les accepter passivement. Cette collaboration découlait de diverses motivations. Certains collaborateurs croyaient en l'idéologie nazie. D'autres étaient motivés par l'arrivisme, voyant une opportunité dans le nouvel ordre. D'autres encore ont été contraints par le chantage ou les menaces. Et beaucoup ont simplement suivi, se convainquant qu'ils n'avaient pas le choix ou que leurs actions individuelles n'avaient pas d'importance. La Gestapo a compris ces motivations et les a exploitées systématiquement. Les réseaux d'informateurs furent peut-être la réussite la plus insidieuse de la Gestapo. En cultivant l'incertitude sur l'identité de ceux qui surveillaient, l'organisation a transformé la vie privée en un champ de mines potentiel. Les gens censuraient leurs propres pensées et limitaient leur confiance, même au sein des familles. Ce flicage interne était plus efficace que n'aurait pu l'être n'importe quel nombre d'agents de la Gestapo. Le cadre légal ayant permis la Gestapo, détention préventive, détention sans procès, action hors contrôle judiciaire, montre la vitesse à laquelle les protections juridiques libérales s'érodent. La République de Weimar était une démocratie dotée d'une constitution et d'un pouvoir judiciaire indépendant. Quelques mois après la nomination d'Hitler comme chancelier, ces protections ont été systématiquement démantelées. La leçon est que les garanties juridiques exigent une vigilance constante et ne peuvent être tenues pour acquises. La nature bureaucratique de la Gestapo mérite également notre attention. Il ne s'agissait pas d'une violence aléatoire, mais d'une oppression systématisée. Les politiques étaient consignés, les procédures normalisées et les résultats mesurés. La déportation de millions de personnes vers les camps de la mort a nécessité des horaires de train, des plannings de personnel et une coordination entre plusieurs agences. L'Holocauste a réussi parce qu'il a été administré efficacement. La banalité de ce mal, pour reprendre la formule d'Hannah Arendt, reste glaçante. Après la guerre, l'Allemagne de l'Ouest a affronté cet héritage de manière incomplète. Le gouvernement Adenauer a privilégié la reconstruction et la réintégration plutôt que des purges massives. De nombreux anciens officiers de la Gestapo ont repris leur carrière dans la police, la fonction publique et le secteur privé. Le service de renseignement de la République fédérale, le BND, a employé de nombreux anciens membres de la Gestapo et du SD. La justification était toujours la même. L'expertise était nécessaire et trop se focaliser sur le passé empêcherait d'aller de l'avant. Cette approche a eu des conséquences. En 1963, une survivante juive de la Gestapo de Lyon est entrée dans un bureau gouvernemental à Stuttgart pour demander un permis. Derrière le bureau se tenait l'employé qui avait traité ses papiers de déportation 20 ans plus tôt. Il l'a reconnue. Elle l'a reconnue. Il a baissé les yeux sur ses formulaires et a continué à travailler. Elle est partie sans le permis. Le moment est passé sans conséquence. Cette scène, répétée sous diverses formes dans l'Allemagne d'après-guerre, illustrait à quel point la dénazification avait été incomplète. Les procès qui ont eu lieu, Nuremberg, les procédures des Einsatzgruppen, les procès d'Auschwitz à Francfort dans les années 60, ont établi des précédents importants. Ils ont documenté les crimes de manière exhaustive, établi la responsabilité individuelle et rejeté les défenses fondées sur l'obéissance aux ordres. Mais ils n'ont poursuivi qu'une fraction des coupables. Heinrich Müller n'a jamais été jugé. Des milliers d'officiers de la Gestapo ont fini leur jour en liberté. La justice était au mieux partiale. La question qui hante tout examen de la Gestapo est de savoir comment cela a pu arriver. Comment l'Allemagne instruite et cultivée, une société qui a produit Goethe et Beethoven, a-t-elle pu créer un tel appareil? La réponse est que la culture n'est pas une protection contre le totalitarisme. La Gestapo a recruté ses officiers dans la même société qui valorisait l'art et la philosophie. Reinhard Heydrich était un violoniste accompli. Cela ne l'a pas rendu moins impitoyable. Les méthodes de la Gestapo ont été étudiées par les régimes totalitaires ultérieurs. La Stasi d'Allemagne de l'Est a explicitement calqué certains aspects de ses opérations sur les techniques de la Gestapo.
Les réseaux d'informateurs, les dossiers détaillés, la culture de la peur par l'imprévisibilité, telles étaient les leçons tirées de l'appareil de sécurité nazi. Le fait qu'un régime communiste ait adopté les méthodes de ses prédécesseurs fascistes démontre que la nature du contrôle totalitaire transcende l'idéologie. Pour les survivants et les familles des victimes, la Gestapo reste une blessure vive. Beaucoup de ceux qui ont été interrogés dans les cellules de la Gestapo ne s'en sont jamais totalement remis psychologiquement. Ceux qui ont perdu des membres de leur famille lors de déportations organisées par les bureaux de la Gestapo portent cette perte sur plusieurs générations. Le traumatisme ne s'efface pas avec le temps. Les vestiges physiques de l'empire de la Gestapo sont dispersés à travers l'Europe. Le quartier général de la Gestapo sur la Prinz Albrecht Straße est aujourd'hui le musée de la topographie de la terreur. Les centres d'interrogatoire de Paris, Oslo et Amsterdam sont devenus des lieux de mémoire. Les camps de concentration où sont morts les prisonniers de la Gestapo sont préservés en tant que mémoriaux. Ces lieux servent de rappel, de preuves tangibles de ce qui s'est passé et d'avertissement pour que cela ne se reproduise plus. En fin de compte, l'histoire de la Gestapo ne concerne pas seulement une organisation. Il s'agit de la fragilité de la civilisation, de la facilité avec laquelle les protections juridiques peuvent être démantelées et de la volonté de gens ordinaires de participer au mal lorsqu'ils en reçoivent la permission et la couverture. Il s'agit de la façon dont la bureaucratie peut systématiser le meurtre et dont l'idéologie peut justifier l'injustifiable. La Gestapo a existé parce que des millions d'Allemands et d'Européens occupés l'ont soutenue, y ont collaboré ou n'ont pas su y résister. Les officiers qui torturaient les prisonniers dans les cellules des sous-sols, les bureaucrates qui planifiaient les trains de déportation, les informateurs qui dénonçaient leurs voisins, n'étaient pas des monstres étrangers à l'expérience humaine. C'étaient des gens opérant au sein d'un système qui rendait la cruauté normale et la résistance coûteuse. Il est essentiel de comprendre cela. La leçon de la Gestapo n'est pas qu'elle représentait un mal allemand unique, mais plutôt les conditions qui lui ont permis de prospérer. Gouvernement autoritaire, surveillance des citoyens, suppression des protections juridiques, boucs émissaires minoritaires, culture de la peur, tout cela peut surgir dans n'importe quelle société. Les détails changent, mais les dynamiques sous-jacentes demeurent. D'un petit bureau sur la Prinz Albrecht Straße à un empire de sécurité couvrant un continent, l'ascension et la chute de la Gestapo retracent l'arc de l'Allemagne nazie elle-même. Ce qui a commencé en avril 1933 comme la police politique de Göring s'est terminé dans les décombres de Berlin en mai 1945, 12 ans. Pendant cette période, l'organisation a arrêté des millions de personnes, en a déporté des millions d'autres et a créé un état de surveillance dont les méthodes seraient étudiées et reproduites par des régimes totalitaires pendant des décennies. La Gestapo a été déclarée organisation criminelle à Nuremberg, mais ce jugement est arrivé trop tard pour ses victimes. Les familles détruites dans le ghetto de Varsovie, les résistants torturés à mort à Paris, les Juifs déportés à Auschwitz, les prisonniers politiques disparus dans la nuit et le brouillard. Ils n'ont reçu aucune justice des déclarations juridiques. Certains coupables ont été punis, beaucoup ne l'ont pas été. Le véritable héritage de la Gestapo ne réside pas dans son organigramme ou ses statistiques d'arrestation. Il réside dans ce qu'elle a révélé sur la nature humaine et les systèmes politiques. Elle a montré avec quelle rapidité les institutions démocratiques peuvent s'effondrer face à des autoritaires déterminés. Elle a prouvé que des gens ordinaires peuvent être enrôlés dans des crimes extraordinaires par une combinaison d'idéologie, de peur et d'opportunité. Et elle a prouvé que le mal n'a pas besoin d'être passionné. Il peut être bureaucratique, méthodique et documenté en triple exemplaire. Les hommes qui composaient la Gestapo n'étaient pas des anomalies. Ils étaient les produits de leur société, opérant dans un système qui récompensait la cruauté et punissait la compassion. Certains étaient des croyants idéologiques, d'autres des carriéristes, cherchant de l'avancement. Beaucoup faisaient simplement leur travail, suivaient les ordres, tenaient les dossiers. Le fait que le génocide puisse être administré comme n'importe quel autre programme gouvernemental reste la leçon la plus troublante de la Gestapo. Aujourd'hui, le quartier général de la Gestapo est un musée.
Les cellules où les prisonniers étaient torturés sont préservées comme mémoriaux. Les dossiers qui documentaient des millions de vies sont archivés pour les historiens. Mais l'impact de l'organisation s'étend bien au-delà des musées et des archives. Chaque état de surveillance, chaque police secrète, chaque régime qui détient des citoyens sans procès, tout s'opère dans l'ombre du précédent de la Gestapo. Les victimes méritent qu'on se souvienne d'elles. Les crimes exigent d'être documentés. Et les leçons doivent être tirées. La Gestapo a réussi parce qu'une société l'a permis. Comprendre comment cela a pu arriver, comment la peur a été instrumentalisée, la loi pervertie et les voisins devenus délateurs, reste essentiel. Pas par simple curiosité historique, mais comme un avertissement. Le coup à la porte à minuit, l'arrestation sans mandat, la disparition en détention, tout cela ne s'est pas arrêté avec la chute de la Gestapo en 1945. Cela continue partout où les gouvernements agissent au-dessus des lois et où les citoyens n'ont aucune protection face au pouvoir d'État. Les détails changent. La menace sous-jacente demeure. L'histoire de la Gestapo étudie ce dont les humains sont capables quand les limites tombent et que la cruauté est systématisée. C'est un rappel que la civilisation est fragile, que les protections juridiques sont vitales et que le silence face à l'injustice permet au mal de triompher. Ces leçons, payées au prix de millions de vies, ne doivent jamais être oubliées. Si cette histoire vous a ému, interpellé ou fait voir la Seconde Guerre mondiale autrement, ce serait un honneur de vous voir rejoindre notre communauté. S'abonner n'est pas qu'un simple clic. C'est une façon de soutenir des récits puissants, des voix oubliées et plus de vérité sur notre passé. Alors, si vous croyez que ces histoires comptent, abonnez-vous et continuons de construire ce voyage ensemble. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Nous les lisons tous et adorons connaître vos avis. À la prochaine, continuez d'explorer l'histoire avec Epic-War. Continuez de poser des questions. Continuez de chercher la vérité. 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 Continuez de chercher la vérité.